Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième vidéo de cette série Python. Alors avant qu'on se lance, parlons exercice un instant. Dès cette vidéo, on va commencer à s'entraîner sur des courts problèmes pour bien évidemment vérifier que vous ayez tout compris, mais aussi pour que vous vous habituiez au format des questions. Quant aux prérequis en matière de connaissances mathématiques, ne vous inquiétez pas, les exercices que nous étudierons ensemble dans cette série sont accessibles à tous. Cependant, pour ceux qui seraient intéressés, j'ai comme projet de faire des séries de résolution d'exercices pour les différents chapitres de chaque classe. Comme ça, vous auriez tous des exercices adaptés à vos connaissances mathématiques. Enfin, si vous avez un exercice qui vous plaît ou qui vous paraît intéressant, envoyez-le moi sur cette adresse mail et qui sait, il fera peut-être l'objet d'une vidéo. Si ces idées de séries et de vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Plus j'ai de soutien, plus je pourrai en faire. Alors revenons à la vidéo d'aujourd'hui. Pour commencer, félicitations, vous êtes débarrassé des bases assez ennuyantes de Python. Aujourd'hui, ça va devenir intéressant. En effet, nous allons étudier trois notions supplémentaires. Dans la première partie de la vidéo, nous allons nous familiariser avec l'éditeur qui nous permettra d'écrire et d'exécuter nos algorithmes. Ensuite, vous allez vite vous rendre compte qu'exécuter un même programme avec les mêmes valeurs de départ donnera toujours le même résultat. C'est pourquoi nous allons apprendre à laisser l'utilisateur de notre programme choisir ses valeurs de départ. Passons sur l'application Tony pour apprendre à utiliser l'éditeur. Alors, dans les vidéos précédentes, on se servait du shell pour exécuter les instructions une par une pour mieux les comprendre. Mais vous vous doutez bien que pour les longs algorithmes, on ne va pas taper individuellement les 100, 200 ou je ne sais combien de lignes dans le shell. En plus, il faudrait tout réécrire à chaque fois. Donc ce qu'on va faire, c'est écrire toutes nos instructions dans un fichier que Python pourra exécuter et que nous pourrons sauvegarder. Mais concrètement, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, si nous voulions par exemple écrire un programme qui crée deux variables et affiche leur somme, on ferait comme ceci dans le shell. Commençons par créer une variable a avec une valeur de 2 et une variable b avec une valeur de 4. Enfin, affichons la somme de ces deux variables à l'aide de la fonction print et de l'opérateur plus. Bon, on obtient 6, quelle surprise. Mais maintenant, qu'est-ce que ça donnerait dans l'éditeur? Eh bien, la même chose avec chaque instruction sur une ligne différente. Donc, ceci. Ce qu'on vient de faire, c'est écrire nos commandes dans un fichier Python. Alors si je veux, je peux en créer d'autres à l'aide de ce bouton ici, et puis on va les supprimer parce qu'on n'en a pas besoin. Et donc, nous avons écrit nos commandes dans un fichier. Alors maintenant, vous allez me dire comment est-ce qu'on fait pour l'exécuter? Eh bien, on va utiliser ce bouton vert ici, Run Current Script. Mais avant d'exécuter un fichier, il faut l'enregistrer. Donc donnez-lui un nom, moi je vais l'appeler test. Ensuite, sauvegardez votre fichier, puis votre programme s'exécutera et tout ce qui devra être affiché sera affiché dans le shell. On voit d'ailleurs bien qu'il est écrit runtest.py, c'est l'exécution du fichier et on obtient bien 6. Alors l'avantage de travailler avec des fichiers, c'est que je peux tout simplement changer mes valeurs de A et B. Si je veux, je peux mettre 5 et puis 6, pourquoi pas. Et puis j'ai plus qu'à appuyer sur le bouton Run. Et puis cette fois, j'obtiens 11. Faisons un petit récap rapide. Donc pour utiliser l'éditeur, il faut commencer par écrire les instructions dans un fichier. Puis si c'est la première fois, vous allez devoir le sauvegarder. Et puis enfin, en cliquant sur le bouton vert, vous l'exécutez. Et tout ce qui doit s'afficher dans votre programme s'affichera dans le shell. Alors pour vous entraîner sur les notions que nous avons vues jusqu'à présent, je vous propose cet exercice. Alors l'objectif, c'est à partir de 4 nombres a, b, c et d, d'afficher la somme des fractions a, b, c et d. Comme on n'a pas encore appris comment laisser l'utilisateur choisir les valeurs des variables, pour l'instant choisissez les valeurs que vous voulez. Moi je vous propose d'utiliser a égale 1, b égale 2, c égale 3 et d égale 4. Mais en gros ce qui est important, c'est que votre résultat soit cohérent avec les valeurs que vous avez mises en entrée. Je vous suggère maintenant de poser la vidéo, de prendre le temps qu'il vous faut pour résoudre cet exercice, et puis de revenir une fois que vous avez trouvé. Nous voici de retour. Bravo à vous si vous avez trouvé. Sinon, ce n'est pas grave, vous aurez plein d'autres occasions de résoudre des exercices. Alors maintenant, je vais vous proposer ma solution, qui n'est pas la seule. Il y a toujours plein de manières différentes de résoudre un problème d'algorithmie. L'important, c'est que le résultat à la fin soit correct. Alors moi, j'ai commencé par créer les variables.
Donc A égale 1, B égale 2, C égale 3, D égale 4. Puis, j'ai stocké le résultat de l'opération dans une variable résultat pour que ce soit plus clair. On a vu que les opérateurs marchaient avec des priorités, donc il va faire A divisé par B en premier, puis C divisé par D, et enfin, il va additionner ces deux fractions. Et puis enfin, j'ai fait afficher le résultat, comme ceci. Avant d'exécuter le programme, regardons ce que nous devrions obtenir. Alors, voici le calcul, A sur B plus C sur D. Remplaçons A, B, C et D par leurs valeurs. 1 demi plus 3 quarts, ce qui fait 0,5 plus 0,75, et donc 1,25. Revenons maintenant sur Tony, et vérifions que notre algorithme nous donne donc bien 1,25. J'appuie sur le bouton vert. Parfait, 1,25. Alors si votre algorithme ne vous donne pas le résultat que vous attendiez, vous pouvez utiliser le mode debug de Tony, qui vous permet d'exécuter les instructions une par une. Il vous suffit de cliquer sur le bouton Step Into pour passer à l'instruction suivante. Donc dans le début de notre script, on crée nos variables, puis nous arrivons au niveau de l'opération dont nous avons détaillé les étapes plus tôt. Enfin, Python affiche le contenu de la variable résultat, c'est-à-dire 1,25. Passons maintenant à la deuxième partie de cette vidéo. La grande majorité des algorithmes prennent une ou plusieurs valeurs en entrée et y associent une ou plusieurs valeurs en sortie. Mais jusqu'à présent, nous choisissions nous-mêmes les valeurs de nos variables lorsque nous les initialisions. Par exemple, nous avions nous-mêmes choisi les valeurs des variables A, B, C et D dans le dernier exercice. Mais imaginez que vous avez fait un super algorithme et que vous voulez le faire essayer par tous vos amis ou toute votre famille. Plutôt que de leur montrer où choisir les valeurs des variables dans votre programme, vous ne pensez pas que ce serait mieux que votre algorithme leur demande ces valeurs de manière autonome? Eh bien, c'est exactement ce que permet la fonction input. Elle va demander une valeur à l'utilisateur que nous pourrons stocker dans une variable pour la réutiliser plus tard. Vous pouvez aussi ajouter un message entre les parenthèses. Il s'affichera et permettra à l'utilisateur de savoir quelle information votre programme attend. Par exemple, si votre programme veut connaître votre nom pour vous dire bonjour, on peut mettre entre les parenthèses entrer votre nom. Attention, il ne faut pas oublier les guillemets qui permettent à Python de comprendre que c'est du texte et pas un nom de variable. Je sais que ça peut paraître un peu compliqué, mais ne vous inquiétez pas, je vais tout clarifier avec un exemple. Revenons sur l'idée du programme qui dit bonjour à un utilisateur. On va commencer par créer une variable nom, dans laquelle on va stocker le nom entré par l'utilisateur. Pour récupérer cette entrée, il suffit d'écrire input comme ceci. Pour dire à l'utilisateur qu'on aimerait qu'il entre son nom, on peut insérer entre les parenthèses un message comme entrez votre nom, par exemple. Encore une fois, j'insiste sur les guillemets, sinon Python ne sait pas qu'il s'agit de texte. Enfin, il ne nous reste plus qu'à afficher le message de bienvenue. Pour cela, on utilise la fonction print, et comme on veut faire afficher plusieurs valeurs, donc bonjour et le nom de la personne, on les sépare avec une virgule. Et c'est tout, il ne reste plus qu'à exécuter notre programme. Alors dès que vous aurez cliqué sur le bouton d'exécution, il faut descendre dans le shell. Et là, notre programme affiche le texte que nous avions mis entre guillemets dans le input, c'est-à-dire entrer votre nom. On va donc entrer notre nom, moi c'est Matt. Ensuite, on va cliquer sur retour. Et voilà, le programme nous dit bonjour. Alors on peut essayer avec n'importe quel nom. Il suffit de réexécuter le programme et puis d'entrer un nouveau prénom. Par exemple, ici on va rentrer Sam par exemple, et on obtient cette fois bonjour Sam. Vous savez désormais comment demander du texte à l'utilisateur. Mais pour les valeurs numériques, il y a un petit ajustement à faire. Alors commençons par effacer le contenu du shell en faisant commande K sur Mac et je crois CTRL K sur Windows, et effaçons le contenu du fichier. Pour illustrer les entrées numériques, on va faire un programme tout bête qui demande deux nombres à l'utilisateur et en affiche la somme. Alors on peut commencer par créer une variable A qui contiendra la première valeur et une variable B qui stockera la deuxième. Enfin, il ne reste plus qu'à afficher la somme des deux avec le print et l'opération plus. Il ne nous reste plus qu'à exécuter le programme et descendre dans le shell. Comme premier nombre, je vais choisir au hasard 4 et puis 7. Alors, vous allez tous me dire que ça va, 7 plus 4, on sait que ça fait 11. Eh bien, comment est-ce que vous expliquez ça? Alors, pour tous ceux qui sont en train de tout remettre en question, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Dans la dernière vidéo,
Nous avons vu que Python ne travaille pas de la même manière avec les différents types de variables, c'est-à-dire selon qu'ils soient du texte, des valeurs numériques ou autres. Dans le cas de l'addition, vous connaissez le résultat de la somme de valeurs numériques, mais figurez-vous qu'on peut aussi additionner du texte. Par exemple, si je tape bonjour plus maths, sans oublier les guillemets, Python va les attacher. Donc pour le texte, l'opérateur plus permet de les mettre bout à bout. Si un soir vous êtes dans une soirée cocktail et vous voulez impressionner les gens, vous pourrez leur dire qu'on parle de concaténation. Mais maintenant, ouvrez bien les yeux, car ceci est très important. Si vous écrivez tout simplement un chiffre, son type est int, c'est-à-dire entier, et Python le considérera comme une valeur numérique. Mais si vous mettez un chiffre entre guillemets, Python va le manipuler comme une chaîne de caractères. Donc si j'additionne deux nombres entre guillemets, Python va les mettre bout à bout. Prenons pour exemple 1 et 2, mettons 1 entre guillemets, additionnons 2 entre guillemets, et comme vous pouvez le voir, on obtient 1, 2. Donc Python les a mis bout à bout. Alors si vous ne mettez pas les guillemets cette fois, Python va considérer ces chiffres comme des valeurs numériques, et 1 plus 2 feront bien 3. Faisons un dernier exemple pour être sûr que nous avons bien compris. Additionnons entre guillemets 1, 2, 3 avec entre guillemets 4, 5, 6. Comme vous avez dû le comprendre, on n'obtient pas la somme des nombres 123 et 456, mais la chaîne de caractères 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors revenons à notre problème. La raison pour laquelle on obtient 47, c'est que la fonction input donne toutes les entrées sous forme de chaîne de caractères. Et vous savez désormais que 4 sous forme de texte plus 7 sous forme de texte donne une chaîne de caractères qui contient 4 et 7. Alors comment faire pour que Python traite nos nombres comme des valeurs numériques et non du texte? Eh bien Python a une fonction qui permet de convertir le texte de type string en valeur numérique entière de type int. Il suffit de taper int et de mettre le contenu à convertir entre parenthèses. Exécutons désormais le programme. On va de nouveau rentrer 4 et 7, et cette fois, on obtient bien 11. Bravo à vous si vous avez tout compris, ces concepts ne sont pas faciles. Si vous avez eu un peu plus de mal, surtout ne vous inquiétez pas, on va tout de suite faire le point sur ce qu'il faut retenir. La fonction input permet de demander à l'utilisateur d'entrer une valeur. Vous pouvez apporter des précisions en mettant un message entre les parenthèses. Si vous voulez exploiter cette entrée pour faire des calculs numériques, n'oubliez pas d'utiliser la fonction int pour la convertir en nombre entier. Terminons cette vidéo en revenant sur l'exercice de tout à l'heure. Maintenant que vous savez laisser l'utilisateur choisir les valeurs des variables, on va pouvoir faire exactement ce que l'énoncé demande, c'est-à-dire demander d'entrer les 4 nombres. Essayez de reprendre l'algorithme de tout à l'heure et de l'ajuster. Encore une fois, n'hésitez pas à pauser la vidéo et prendre le temps qu'il vous faut pour résoudre le problème. Félicitations si vous avez réussi. Voici une solution possible, parce que je vous rappelle qu'il y a toujours plusieurs façons de résoudre un problème. Vous auriez pu mettre n'importe quel message pour le input et vous auriez aussi pu tout simplement mettre print résultat. J'ai ajouté le texte le résultat est pour la présentation. Par contre, les 4 int input étaient eux indispensables. Enfin, exécutons notre programme pour nous assurer qu'il fonctionne correctement. On peut par exemple réessayer avec les valeurs de tout à l'heure, c'est-à-dire 1, 2, 3 et 4. On obtient bien 1,25 comme tout à l'heure, et on peut choisir les valeurs qu'on veut, tant que B et D ne valent pas 0, bien évidemment. Essayons avec d'autres valeurs, par exemple 1, 4, 1 et 5, ce qui fait 1 quart plus 1 cinquième, c'est-à-dire 0,25 plus 0,20, et donc 0,45. Ce résultat concorde avec notre algorithme. Aujourd'hui, vous avez appris à vous servir de l'éditeur pour exécuter vos programmes. Puis, nous avons appris à laisser l'utilisateur entrer des valeurs, que ce soit du texte ou des valeurs numériques entières. Enfin, pour nous entraîner, nous nous sommes intéressés à un exercice où il était question d'additionner des fractions. Je sais qu'à la fin de la dernière vidéo,
Je vous avais dit que nous découvririons les blocs si alors, mais cette vidéo dure déjà assez longtemps et je ne veux pas vous noyer avec trop de notions d'un coup. On regardera donc les blocs si alors dans la prochaine vidéo. Par ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez les vidéos plutôt courtes ou longues. Dites-moi aussi si vous voulez que je fasse les séries d'exercices dont je vous ai parlé au début de la vidéo. Et si oui, dites-moi quel chapitre vous intéresserait. Je ne pourrai bien évidemment que faire ces vidéos si vous êtes assez nombreux à les regarder. Si ces vidéos vous sont utiles, n'oubliez pas de les liker et de les partager avec vos amis. D'ailleurs, petit fait d'actualité, il paraît que s'abonner à la chaîne protège du coronavirus. Donc si vous ne l'êtes pas déjà, dépêchez-vous, vous pourriez le regretter. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.